Donc, oui, on va parler de père aidance famille ce midi. On va démystifier c'est quoi. Donc, le plan de match, si je réussis à tasser ma diapo, on s'est déjà présenté. Vous allez avoir nos vignettes, nos biographies dans le PowerPoint qui va vous être mis disponible. Oui, différencier les concepts de personnes proches aidantes, père aidant famille, patient partenaire. On dirait que tout ça, effectivement, actuellement, là, on les entend partout. Puis on voulait placer ces notions-là avant de s'attarder plus spécifiquement à la père aidance famille avec vous ce midi. On veut vraiment vous donner accès à connaître, dans le fond, c'est quoi les principales composantes de cette pratique-là en père aidance famille, qu'on dit qui est une nouvelle source de soutien novatrice dans les pratiques en santé mentale, mais pas juste en santé mentale, mais l'exemple qu'on vous donne, c'est en santé mentale. Donc, c'est quoi les rôles, les interventions, les formes de soutien, les lieux de pratique pour vraiment que vous ayez un bon portrait. Puis, ben oui, se familiariser avec l'expérience qu'a Julie comme père aidant de famille dans les services en santé mentale. Fait que c'est notre plan de match ce midi. Puis avant de se lancer, vous m'avez peut-être déjà vu dans d'autres présentations, on aime ça, les petits mots pour se partir, pour se mettre en action dans les présentations comme ça. C'est une notion qui est nouvelle peut-être pour certains d'entre vous. Donc, on voulait pouvoir vous sonder. Là, je vois Céline qui nous a fait apparaître ça par magie à l'écran. C'est super. Donc, allez-y spontanément. Pour vous, en un mot, à quoi ça réfère ou qu'est-ce que c'est qu'une père aidante de famille pour vous? Peut-être y aller avec un petit mot-clé. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, la père aidance famille? On peut-tu participer nous autres aussi? Non, on ne peut pas. Je sais pas. Bah, si vous le voyez à l'écran, vous pouvez participer. Il y a quelques réponses qui commencent à rentrer. Est-ce que vous les voyez? Oui, donc il y en a, ouais, c'est ça. On voit les petits mots. Soutien apparaît à 2 reprises, fait qu'il y a quelque chose autour de à quoi ça renvoie à une forme de soutien, probablement. Partenaire, accompagnement. On parle de savoir, on parle de vécu. Il y a quelques personnes qui le notent dans le clavardage, mais n'hésitez pas à le marquer là, dans la petite fenêtre d'écran là, qui apparaît. Peut-être que ça ne fonctionne pas pour vous, là. Laurence, Stéphane, Amy, Ginette. On parle de savoir, de vécu, de partage, de savoir au pluriel, d'épuisement aussi. Quoi d'autre? Vas-y, Julie, toi, qu'est-ce qui te frappe? Bien, partenaire, compréhension, expertise. Cool. Le vécu. Le vécu, l'expérience. On est dans ces tales-là un petit peu, hein? Autre chose, oui. Il y a espoir qui revient. En fait, qu'il y a certains mots qui sont nommés dans le clavardage. Là. Je pense que certaines personnes n'ont pas accès au nuage. C'est un beau point de départ, vraiment. On parle d'écoute. Il y a la notion de risque. Aidant. On est dans cet univers. On va pouvoir y revenir. On va répondre à tout ça. On va vous dire si les mots que vous avez mis, si ça fonctionne avec la pratique telle qu'on la connaît actuellement, dans l'expérience de Julie, dans l'expérience qu'on est en train de documenter. Accompagnant. Le soutien ressort beaucoup. Pour l'instant, j'ai fermé le sondage. C'est parfait. Mesdames. Parfait. Good. On part avec ces mots-là. Je pense qu'on pouvait l'enregistrer, ça, hein, Céline, d'avoir comme les oui, il est enregistré. Photos de départ. Oui, c'est ça. Good. On va essayer de voir si, en fait, à la lumière de ce qu'on va vous présenter, si ça fit tout ça avec vos mots spontanés sur la père aidance famille. Donc, je change de diapo. Avant de se lancer dans la perspective de la père aidance elle-même, on trouvait ça important, comme on le disait d'emblée, de démélanger, oui, c'est ça, de clarifier certaines notions, terminologies, les 4 notions qui sont à l'écran actuellement. En fait, la première, ben là, on n'en parlera pas longuement des personnes proches aidantes parce que vous êtes très au courant, très au fait de ce que c'est. Les diapos ne veulent pas changer, c'est ennuyeux. Bon. Donc, oui, des personnes proches aidantes, je pense que votre rôle dans les systèmes actuels, dans votre rôle de coordonnateur, de conseiller en développement, vous êtes très au fait avec ce que c'est des personnes proches aidantes. Je ne vous ferai pas la définition de ça.
mais je vais au moins la situer dans le champ de la santé mentale, en fait. Parce que dans le champ de la santé mentale, c'est un 2 des personnes, en fait, pour celles qui se reconnaissent et qui sont capables de le dire, de le signifier, qui sont des personnes proches aidantes là, dans le domaine de la santé mentale, on dit un 2 on dit aussi que ces personnes-là, comme dans d'autres champs de la proche aidance, offrent un soutien primordial pour la personne qui a un trouble de santé mentale, peu importe le diagnostic, que cette aide-là accompagne plein de niveaux de besoins différents. Besoins physiques, psychologiques, d'accompagnement, des besoins émotionnels, des besoins financiers, des besoins en fait tout à fait essentiels pour contribuer dans le fond souvent au rétablissement de la personne qui est atteinte d'un trouble mental. Puis, dans le champ, en fait, de l'approche aidance, on le sait, il y a comme de plus en plus d'activités, on met de plus en plus l'emphase sur la diversité des visages en proche aidance, c'est bien. La reconnaissance, toutefois, des proches aidants en santé mentale, puis même l'auto-reconnaissance en santé mentale, on a encore du chemin à faire. On reconnaît qu'il y a de plus en plus qu'il y a une contribution aussi positive de jouer ce rôle-là, d'exercer ce rôle-là pour un des nôtres. Mais là, de là à dire qu'on est des fois proche aidant en santé mentale, des fois, on ne le reconnaît pas tout à fait encore. Ou sinon, pour ce qui est des intervenants sur le terrain, autant des milieux communautaires que des milieux institutionnels, il y a encore du chemin à faire pour vraiment identifier puis se rendre compte que cette personne proche aidante-là est importante à considérer si on veut travailler ensemble sur le chemin du rétablissement. En quelque sorte, ça travaille aussi le processus de rétablissement de la personne qui est proche aidante que d'être invitée dans les services, de contribuer pas juste au soutien à la personne atteinte, mais aussi à l'organisation des services et aux équipes de soins. Donc, oui, personne proche aidante, je ne vous apprends rien, c'est quelque chose que vous connaissez bien, mais de leur situer un petit peu dans l'univers de la proche aidance, mais plus spécifiquement en santé mentale. L'autre notion qu'on entend beaucoup, que vous entendez sûrement beaucoup, notion de patient partenaire. Donc, patient partenaire, en fait, on n'est pas dans la proche aidance, mais des proches aidants peuvent être des patients partenaires. Hein. On va voir que c'est un petit peu comme des petites poupées russes qui s'emboîtent les unes avec les autres. Dans la notion de patient partenaire, il y a l'idée que le patient, qui pourrait être une personne qui a un vécu en santé mentale ou en santé physique, une maladie chronique, ou un proche aidant, contribue vraiment à être habilité avec le temps à force de jouer ce rôle-là, à force de naviguer dans le système de santé, à travers son parcours de santé, est habilité à faire des choix de santé libres et éclairés, vraiment à contribuer activement par ses savoirs expérientiels puis ses compétences à contribuer à élaborer, dans le fond, ce qui est bon pour lui ou pour elle dans son plan d'intervention, dans l'organisation des soins et des services qui sont orchestrés autour d'elle, avec elle. Donc, l'idée d'être un patient partenaire, c'est que je prends part à l'organisation des services qui me concernent, que je sois un proche ou une personne qui utilise des services en santé physique ou en santé mentale. On dit que respecté dans tous les aspects de son humanité, il prend une part entière de l'équipe en ce qui concerne les soins qui lui sont offerts. Puis on reconnaît à ce moment-là, oui, l'expertise précieuse des membres de l'équipe d'intervention, mais on oriente beaucoup en fonction des besoins de la personne puis de son projet de vie. Donc, il y a vraiment une participation active de la personne qui vit la problématique de par son savoir expérientiel, sa connaissance des services avec le temps. Puis certains patients partenaires, vous allez le voir, aux proches partenaires, vont s'impliquer dans la formation de la relève, de n'importe quelle relève professionnelle dans le système de santé et de services sociaux en contribuant à des cours comme formateurs, co-formateurs dans les milieux collégiales, universitaires, etc. Certains vont être des co-chercheurs, un peu comme on l'expliquera Julie et moi. Donc, de prendre part à des projets, de co-construire des projets de recherche à travers l'expérience, autant d'un vécu de l'intérieur, d'un savoir expérientiel, que du savoir qu'on a aussi des services. Donc, il y en a qui on parle de profil de type patient partenaire, le co-chercheur, formateur, profil plus ressources ou profil coach. Donc, plus sous forme de mentorat pour d'autres patients partenaires. Donc, ça englobe un peu toutes ces réalités-là lorsqu'on parle de patients partenaires. Le modèle qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est plus l'approche partenaire, co-chercheuse de recherche avec l'expérience que Julie a.
Dans cet esprit-là, vous connaissez peut-être le Centre d'excellence sur le partenariat avec les patients et le public, le CEPPP. Je pense que des présentations qui ont été faites là, ici dans d'autres webinaires par ce centre-là, qui met de l'avant les travaux, entre autres, du modèle de Montréal, qui est un bon exemple d'intégration, en fait, des patients partenaires dans le système. Donc, juste pour illustrer davantage, le patient partenaire, c'est ça, il fait partie, vous voyez la petite roulette, là, fait partie prenante là, de ce qui se passe dans l'intervention pour lui-même, reconnaît l'expertise qu'ont les professionnels sur la maladie, sur les traitements, sur les services qui sont disponibles, l'expertise plus clinique, scientifique, mais apporte, dans le fond, leur expertise de la maladie, de l'expérience de services également, de l'utilisation des soins des services sociaux là, dans notre système. Fait que c'est quelque chose où est-ce qu'on travaille vraiment en complémentarité, en partenariat à ce moment-là, en reconnaissant que c'est interrelié et qu'il y a une complémentarité des savoirs. Donc, patient partenaire n'a pas un rôle passif, loin de là, contribue par son expérience à guider les interventions dans un réel travail de partenariat. Donc, c'est un modèle intéressant, le modèle de Montréal. Il y a plusieurs écrits là-dessus. À la fin de la présentation, il y a certaines références, si vous êtes intéressé, à aller voir un petit peu plus là, de quoi il en retourne. Peut-être une dernière petite diapo là-dessus. Quand on parle d'engagement des patients partenaires puis d'approche de partenariat, il y a quand même dans le monde de la recherche, notamment, les instituts de recherche en santé du Canada nous donnent des guides pour faire de la recherche vraiment centrée sur la réalité des patients. Puis quand on entend patient, là, entendez aussi proche aidant. Donc, on nous guide là, sur la manière de faire de la recherche, mais aussi de faire de l'intervention dans cet esprit-là. Puis on dit qu'on parle d'engagement des patients lorsqu'ils collaborent véritablement puis activement autant à des éléments de type gouvernance qu'à l'établissement des priorités, au processus de recherche lui-même, à la diffusion, à la communication puis à l'application des connaissances qui en découlent. Donc, dans la collaboration que nous avons, Julie et moi, l'engagement que nous avons ensemble, c'est ces niveaux d'implication-là qui ont été mis de l'avant dans son rôle de proche partenaire, citoyenne, chercheuse là, dans un projet. Donc, puis il y avait d'autres éléments, plus sur l'approche de partenariat que je voulais aussi, là, que je vous ai mis là, sur la diapo pour que vous puissiez prendre connaissance de cet esprit de co-construction, de co-responsabilité qui implique là, de travailler avec des patients ou des proches partenaires. C'était le petit bout que je voulais faire pour ces notions-là, même si c'est juste un petit survol. Je te passe la parole, Julie. Oui, merci. Alors, de mon côté, je vais vous d'abord décliner qu'est-ce qu'un père aidant, mais je pense que plusieurs d'entre vous connaissez, en côtoyer peut-être dans votre pratique. Fait que le père aidant, c'est un membre du personnel, c'est un membre de l'équipe qui dévoile, qui vit ou qui a vécu avec un enjeu de santé mentale. Il partage son vécu, son histoire de rétablissement, puis dans le but de, évidemment, redonner espoir, de servir de modèle d'identification. On parle souvent de l'effet miroir, d'offrir de l'inspiration, du soutien, puis de l'information avec des gens qui vivent avec des réalités similaires. Donc, on dit qu'il a pour rôle de, évidemment, redonner espoir, puisqu'il a affronté lui-même les obstacles, puis liés à des enjeux de santé mentale, à une maladie de santé mentale, et il a dû s'adapter pour faciliter son rétablissement. Donc, il est là aussi pour soutenir, responsabiliser ses pairs dans la reprise du pouvoir sur leur vie puis du rétablissement qu'on nomme souvent l'empowerment dans le jargon du rétablissement. Puis, dans le fond, ce qui contribue également, c'est qu'il apporte son expertise à l'équipe, il apporte son point de vue, ses préoccupations. Il est là également pour réduire la stigmatisation qu'on peut avoir. Merci Marie-Hélène de repartager le PowerPoint. Puis, il vise à ce que la personne reprenne plein pouvoir sur sa vie, puis fasse les choix en conséquence pour être dans les services puis vivre le rétablissement. Donc ça, c'est la portion père aidant. Puis maintenant, je vais vous parler de la portion père aidant de famille, qui est ce que je fais dans la vie. Donc, les pères aidants de famille,
accompagne les membres de l'entourage d'une personne vivant avec un trouble de santé mentale. La résilience face à leur situation, à leur vécu, les a amenés à cheminer aussi dans leur propre rétablissement parce qu'on met beaucoup d'emphase sur la personne qui est atteinte, le proche, mais les membres de l'entourage ont également un rétablissement qui va s'opérer. Les pères aidants de famille travaillent avec leur savoir expérientiel, eux autres aussi en ont acquis avec les années. Puis ça permet, un peu comme le père aidant, de redonner espoir puis de soutenir d'autres membres de l'entourage en santé mentale. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est une ressource de soutien qui est novateur pour les proches. On fait toujours référence à la notion d'empowerment. On fait un peu référence aussi également aux traducteurs du réseau de la santé. On sait que c'est très peu documenté parce que c'est une pratique qui est en émergence, mais Marie-Hélène et moi, on s'affaire à regarnir la documentation à ce niveau-là. Et puis, il y a des formations, entre autres la formation offerte par la QRP, qu'on va pouvoir vous parler. Fait que dans le fond, le rôle, et ça, c'est des lignes, tirées d'une infographie que Marie-Hélène et moi, ainsi que d'autres personnes, avons produit. Donc, c'est pour en apprendre plus sur le métier. Fait que vous pourrez retrouver toutes ces informations-là dans cette infographie. Je pense que le lien va être mis dans la conversation. Donc, leur rôle, c'est d'offrir du soutien aux membres de l'entourage, partager leur vécu de façon judicieuse. On devient père aidant de famille quand on a un recul suffisant sur notre situation puis qu'on comprend que ce n'est pas notre thérapie qu'on fait. On contribue à briser le sentiment d'isolement des membres de l'entourage, le sentiment d'exclusion. On agit comme source d'inspiration pour redonner espoir. On peut fournir des informations sur les ressources disponibles dans le système de santé, mais aussi dans le milieu communautaire. On est ce maillage-là disponible parce qu'on a navigué entre les deux. Puis on peut référer aux besoins, évidemment, vers les ressources communautaires qui sont plus spécifiques aux membres de l'entourage. Ce que ça permet, les interventions des pères aidants de famille, c'est que dans le fond, en utilisant notre vécu, notre expérience, notre connaissance du milieu du système de santé, puis évidemment, on n'a pas tous les mêmes connaissances, mais on les bonifie à chaque expérience puis à chaque discussion qu'on a. Donc, on a suivi des formations. On partage judicieusement toute notre expérience personnelle lorsqu'elle est adéquate, avec les équipes traitantes aussi, avec les membres de l'entourage. Puis ça, c'est dans le but de soutenir, mais soutenir dans le rétablissement. Puis la pratique de la père aidance famille doit être vue comme une pratique qui est vraiment complémentaire à l'offre de services qu'il y a déjà, aux équipes qui sont déjà en place, puis à tous les organismes qui sont actuellement au travail. Fait que c'est vraiment en complémentarité dans ces rôles-là. Des interventions, on a parlé un peu, ça se juxtapose un peu avec les rôles, mais c'est vraiment de répondre à un besoin d'accompagnement des membres de l'entourage, normaliser, déstigmatiser les problèmes de santé mentale et les répercussions des problématiques. Souvent, on ne veut pas en parler. Notre réseau s'est peut-être appauvri. Donc, de parler à quelqu'un qui est passé par là, ça peut être enrichissant, ça peut nous faire comprendre qu'on n'est pas tout seul là-dedans. Ça peut réduire le sentiment d'impuissance, d'anxiété. Je pense que je l'ai vu dans les mots-clés. Augmenter les capacités des membres de l'entourage à développer des compétences liées au rétablissement, de devenir des meilleurs accompagnateurs, des meilleurs alliés dans le réseau, offrir un accompagnement qui est complémentaire aussi, qui va alléger la charge de l'équipe de soins.
justement, un peu comme je vous expliquais, parfois être les traducteurs, parfois être cette première personne-là vers qui le membre de l'entourage va parler de ses émotions, va déposer tous les sentiments qu'il peut avoir pour que, avec l'équipe, il soit un petit peu plus efficace, qu'il vous adresse les bonnes choses. Puis on peut contribuer à améliorer la communication avec les membres de l'entourage, avec les personnes qui vivent avec le trouble de santé mentale, puis finalement avec les équipes de soins. Souvent, ce qu'on va voir par la pratique des pères aidants de famille, c'est que leur forme de soutien, ça va être des rencontres ou des discussions avec des membres de l'entourage. Parfois, ça va être de l'animation ou de la co-animation de groupes de soutien. On peut y aller aussi avec le témoignage qui vise à partager notre savoir expérientiel. Puis, on participe à des ateliers d'information ou de formation vraiment destinés aux membres de l'entourage. Où est-ce qu'on nous retrouve? Parce que peut-être que vous dites, ah, c'est intéressant. Où est-ce qu'ils sont? C'est toutes ces belles personnes-là qui peuvent venir en renfort. Mais principalement dans les organismes communautaires actuellement, destinés aux membres de l'entourage. Il y en a dans certains CIS et CIUS, dans les établissements du réseau public. Et puis, il y en a dans les programmes de premier épisode psychotique. En 2024, dans 11 cliniques, il y a des pères aidants familles qui vont se retrouver en exercice dans ces cliniques-là. On ne l'a pas mis, mais il y a quand même une ligne 1-800. Si vous vouliez joindre un père aidant famille ou si vous avez besoin de rapidement joindre que quelqu'un que vous soutenez a besoin de joindre un père aidant famille, je ne sais pas, peut-être que Marie pourra le mettre, le numéro de téléphone, le 1-800. Donc, quelques statistiques qui est très, très petit, brève. Merci à la QRP de nous avoir fourni ça. Donc, il y aurait actuellement 56 pères aidants de famille au Québec et 26 en emploi. Au niveau de la formation qui existe, il y a eu anciennement un programme qui était jumelé à la QRP et la SQS. Et ce programme a maintenant été remplacé par un nouveau programme national de la QRP, 3 cohortes à ce jour. Également disponible le micro-programme de premier cycle en santé mentale, mentor père aidant à l'Université de Montréal. Et il y a quelques-unes aussi des pères aidants de famille qui n'ont pas suivi de formation. Ce qui est bien parce que dans une autre province, il y en a moins que ça, là. Je pense qu'en Colombie-Britannique, ils sont 25. Fait qu'on est quand même après connaître une croissance du nombre de pères aidants de famille dans le milieu. Peut-être en ajout, Julie, dire qu'une des études qu'on fait actuellement, là, financée par le CRSH, nous permettra cette année, l'année prochaine et la suivante de documenter cette pratique-là qui est vraiment en émergence, mais aussi en grand déploiement là, depuis l'année dernière, depuis un an et demi, j'ai le goût de dire. On aura des statistiques qu'on promet à jour là, à chaque année parce qu'on sonde les pères aidants de famille qui ont pratiqué ou qui pratiquent actuellement et qui pratiqueront partout au Québec, autant en milieu francophone qu'anglophone. Fait que ces statistiques-là, c'est un point de départ, mais sachez que ça va bouger. Puis ensuite, il y aura effectivement à très court terme, en 24, l'intégration de pères aidants de famille dans quelques-unes de nos cliniques pour premier épisode psychotique, comme Julie le mentionnait. Bon, on n'est pas pire dans les temps, Julie. On est bonne. Oui, mais c'est agréable. On s'en est tenu à l'horaire qu'on vous avait mis. Puis, dans le fond, le prochain 10 minutes va servir à vous parler un peu de mon expérience. Vous parler aussi d'engagement. Vous parler comment on a réussi à tout collaborer, à tout mettre ça ensemble. Donc, Céline l'a mentionné au début dans ma brève introduction. Je suis d'abord une personne proche aidante. J'ai dû naviguer, apprendre,
comprendre dans le système de santé mentale. Et moi, ça remonte à 2015. Donc, ça fait maintenant 9 ans. Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, mon Dieu, que le temps passe vite. Mais le temps peut être très lent quand on est là-dedans. Donc, en 2015, à l'époque, j'avais pas d'expérience. J'avais pas vraiment d'enjeu personnellement ou avec mes proches qui faisait que j'utilisais le système de soins de santé, ni en santé physique, ni en santé mentale. Je venais du milieu de la finance, j'y suis encore à temps plein, faut dire. Et c'est un milieu qui est très cartésien, puis c'est un milieu où est-ce que les préoccupations sont vraiment, vraiment différentes, là. Mais je pense aussi que c'est les réalités de plusieurs autres membres de l'entourage et familles qui viennent de différents milieux que je vous expose en même temps, là, pas tout simplement mon histoire à moi, là. Fait que, bien que j'ai eu la chance d'avoir des services, la navigation n'a pas été simple. Puis ce que j'ai pu ressentir non plus. Et maintenant que je pratique la paire-aidance famille, tous les sentiments que peuvent vivre les membres de l'entourage à travers le parcours sont assez communs à travers leur marathon. Pour en nommer quelques-uns, la culpabilité, l'incompréhension, l'impuissance, frustration, le découragement, le lâcher-prise, le sentiment de ne pas être entendu, le sentiment de ne pas être considéré. Et comme personne proche aidante, on l'a vu également dans la description que la proche aidance de Marie-Hélène avait, ce sont des rôles puis des supports que doivent porter les membres de l'entourage sur le plan financier, souvent, sur l'aide aux tâches quotidiennes, dans la prise ou l'accompagnement de rendez-vous. Souvent, les membres de l'entourage vont souvent être un peu l'extension de l'équipe de soins, vont être les confidents, vont pallier pour plusieurs volets, entre autres le volet social. Puis, ça va les mettre à être confrontés aux décisions de leurs proches. Puis plusieurs vivent avec des enjeux de santé mentale, oui, mais aussi des comorbidités, que ce soit la consommation ou d'autres problèmes de santé physique. Donc, c'est vraiment pas évident. Au bout de quelques années, je peux vous dire qu'on s'adapte. On comprend mieux l'aspect, puis les enjeux de santé mentale, puis on comprend mieux les aspects des autres services également du système que le système nous offre. Pour ma part, c'est en 2019, au moment d'une transition dans les services, que j'ai voulu en apprendre plus, que j'ai voulu me rapprocher de la recherche, que j'ai commencé à vouloir en apprendre sur un aspect qu'on avait plus ou moins parlé, qu'on parle ici dans cette présentation-là, mais moi, que je n'avais pas vraiment entendu parler dans le parcours de 2015 à 2019, soit le rétablissement. OK pour le proche, mais aussi le nôtre. Que c'était légitime d'en avoir un, nous aussi. Donc, dans cette curiosité-là qui m'habitait, j'ai été suivre une formation, celle de l'Université de Montréal. Puis, j'ai été en stage dans le cadre de cette formation-là. Puis, ce stage-là m'a fait traverser de l'autre côté, du côté de l'équipe médicale. Et le fait de se retrouver de l'autre côté du bureau, ça donne une perspective différente. Et franchement, à ce moment-là, j'ai eu un gros coup de foudre pour la pratique de la paire-aidance famille. J'étais convaincue à ce moment-là que, étant donné que j'avais été dans les deux chaises, j'étais bien en mesure d'aider des gens comme moi qui arrivaient dans le système de santé et qui n'avaient pas idée où se diriger. Fait que, dès la fin de ma formation, on m'a offert un emploi comme paire-aidant de famille à la Société québécoise de la schizophrénie et des psychoses apparentées, un emploi que j'occupe encore maintenant.
Fait que c'était ma première chance d'avoir un emploi dans le milieu. Mais ma première chance aussi d'en apprendre plus sur le milieu communautaire. Parce que lorsqu'on est dans le système, lorsqu'on vit des moments difficiles, tout ce qu'on souhaite, c'est passer à travers, c'est que ça disparaisse, puis on est constamment en train de chercher des solutions. Donc, on a peu conscience, on est dans le système, mais on a peu conscience de ce qui se passe à l'extérieur du système comme dans le communautaire. Puis, il n'y a pas tant de monde que ça aussi pour nous guider là-dedans. Donc, dans ces fonctions-là de père aidant famille, j'ai fait de la ligne d'écoute. Sur la ligne d'écoute des pères aidants famille que vous allez avoir le numéro. Fait que, de cette façon-là, j'ai élargi mes connaissances des problématiques, des ressources en rural, mais aussi en région. J'ai également été suivre d'autres formations pour en apprendre davantage, comme avec le réseau Avant de craquer, comme avec la Société québécoise de la schizophrénie et dans d'autres organismes communautaires, des formations qui m'intéressaient. Je me suis aussi impliquée pour la profession en participant à la création de la communauté de pratique. Nous aussi, on a une communauté de pratique nationale des pères aidants famille en santé mentale. Puis, j'y ai rencontré d'autres pères aidants de famille qui vivent d'autres réalités, mais des enjeux également similaires dans notre pratique. Et c'est dans cette communauté-là que je me suis intéressée à la recherche et que j'ai participé au programme Engagement. Puis là, j'y ai rencontré ma co-animatrice aujourd'hui, Marie-Hélène. Fait que Marie-Hélène, as-tu envie de nous parler un petit peu de cette portion-là? Puis après ça, je reviendrai puis je vous continuerai qu'est-ce que mon cheminement. Je fais une petite parenthèse sur Engagement parce que c'est ça. Engagement, c'est un programme de recherche des fonds du Québec, des fonds de recherche du Québec, les FRQ, qui invite, dans le fond, des citoyens à poser une question de recherche, puis à des chercheurs d'y répondre. Puis, à travers la communauté de pratique, Julie a été guidée par une autre père aidante de famille, une pionnière, Marianne Levasseur, qui lui a dit écoute, tu n'as pas d'expérience en recherche, mais tu pourrais poser une question parce que c'est un prérequis de ne pas avoir jamais fait de recherche. Tu pourrais poser une question qui touche la père aidance famille, puis peut-être qu'un chercheur ou une chercheuse serait intéressé à prendre la question au bon, puis travailler ensemble à co-construire un projet de recherche. Puis, oui, j'ai vu passer la question parce que les questions sont rendues publiques par les fonds de recherche, puis on peut se manifester si on a de l'intérêt. Fait qu'il y a 2 ans de ça, c'est comme ça que Julie et moi, on a été pairés ensemble parce que le duo, entre ça a été un match, hein, c'est comme un coup de foot, ça aussi, pour travailler ensemble à répondre à la question que Julie avait posée, une question de recherche, élaborer ensemble une méthode de recherche, à travers ça, initier Julie à différentes étapes, en fait, toutes les étapes de la recherche, de la conception d'un projet à une collecte de données, à une diffusion des résultats. Par exemple, on a co-animé ensemble des groupes de discussion, des focus group avec des pères aidants famille pour documenter la pratique. Tiré de ça, il y a des informations qu'on vous a données aujourd'hui. Puis Julie est amenée à les présenter ces résultats-là de recherche dans un colloque international à Lausanne, en Suisse, en juillet dernier. Donc, vraiment, toutes les étapes, elle a participé aux analyses. On a fait ça avec l'équipe de recherche, conjointement, une équipe là, tissée serrée aussi avec Maryse Proulx qui est là, comme agente de recherche dans ma chaire de recherche. Donc, c'est comme ça qu'on a pu initier Julie, qui est une proche aidante, qui est une père aidante de famille, à devenir aussi une citoyenne chercheuse ou une patiente, une proche partenaire, une patiente partenaire de recherche, co-chercheur, dans un projet pour cette cause qui est la père aidance famille. Merci. Donc, ça, c'était ma portion engagement qui se termine bientôt, puis qu'on est tellement fiers. Puis, si vous voulez suivre un peu qu'est-ce qu'on a produit, puis tout ça, il y a des liens, il y a une page Facebook aussi. Donc, je vous invite évidemment à aller voir tout ça. Donc, dans des autres fonctions maintenant que j'ai, mais je collabore avec le CHUM, à la clinique JAP au CHUM, où l'offre de services de soutien pour les membres de l'entourage a vraiment été
revisiter. Fait que dans le cadre de ces fonctions-là, dès l'entrée dans les services, les membres de l'entourage reçoivent un premier appel d'une père aidant de famille qui prennent le temps de prendre le pouls, de dire comment ça va, un vrai comment ça va, là. Puis qui lui parle des services qu'ils ont pour les membres de l'entourage. Dans le cadre de ma collaboration avec le CHUM, je revise aussi le contenu de présentations qui sont offerts aux membres de l'entourage. J'apporte ma vision, je porte la voix des membres de l'entourage qui passent par là par la première fois. Je sais très bien qu'est-ce qu'ils sont en mesure de retenir ou pas. Puis honnêtement, le son de cloche est super bon parce que pour une équipe médicale, c'est aidant d'avoir quelqu'un pour supporter la famille. Parce que vous, dans votre réalité, le temps presse. Même si on prône l'inclusion de la famille, c'est parfois lourd d'inclure la famille. Dans le cadre également du rôle que j'exerce, je fais souvent des témoignages à des étudiants en psychiatrie, en travail social, en sciences infirmières pour les sensibiliser aux réalités. Puis aux réalités des familles, puis de leur parler de la pratique de la père aidance famille. Actuellement, j'ai un projet très agréable aussi. Je suis préparer un autre témoignage, mais celui-ci pour le projet Immersion pour la police de Longueuil. Une autre façon pour moi de sensibiliser à la réalité des familles, dont un autre quart de métier. On vous a parlé tantôt 11 des 20 cliniques recevront bientôt des pères aidants famille. Fait que oui, je suis impliquée aussi dans le projet SARPEP par PEP, qui est un système apprenant rapide qui va inclure 20 cliniques de premier épisode psychotique à l'ensemble de la province. C'est un programme qui va être appliqué à l'ensemble de la province, mais on va commencer avec 11 cliniques. Puis les objectifs visent à évaluer les retombées auprès des parties prenantes, les jeunes, les proches, les cliniciens, les gestionnaires, les chercheurs, puis les décideurs politiques, puis à identifier les barrières puis les facilitateurs d'intégrer des pères aidants et des pères aidants familles dans leurs équipes. Fait qu'en résumé, j'ai plusieurs autres implications aussi là, qui m'intéressent, qui me passionnent concernant cette profession-là de père aidance famille. Puis j'espère que ce midi, je vous ai sensibilisé à ça. Puis moi, je trouve que j'exerce une pratique qui est extraordinaire. Et puis, de façon quotidienne, on me le rend bien, toutes ces familles-là pour qui je fais une différence. Ça, c'est... j'obtiens une paye pour ça, mais ça aussi, c'est ma paye. Puis voilà. Alors, merci de votre intérêt.